Super. Bonjour à tous, merci encore une fois d'être là et merci à IAM de venir chez OnePoint. Toujours, on aime bien parler avec d'IA chez OnePoint et c'est avec plaisir qu'on accueille ce genre de meet-up. Très rapidement, ça va durer quelques secondes, je voulais juste parler du groupe. Voilà, on est 4500 collaborateurs dans le monde, à travers le monde, avec forcément des grosses forces vives en France. Sur Aix, on est à peu près 80 people. Bon, le chiffre d'affaires, qu'importe. On fait du conseil jusqu'à l'implémentation, vraiment, même de ce qu'on appelle du DRF, Deal Risk Finance. On a vraiment tout type de profil chez OnePoint. Et ce qui nous intéresse, en tout cas moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est tout ce qui est tech. Donc, on a un gros pôle archi, data, cloud, IA, et notamment beaucoup de forces vives sur Data IA, je crois 450 personnes, et à peu près 700, 800 people sur des métiers du dev. Voilà. Et OnePoint dans le sud-est, voilà, comme je disais, 80 collaborateurs. On a un petit pôle aussi de personnes vers Sofia qui viennent régulièrement ici parce qu'on n'a pas encore de grands bureaux là-bas. On a un cowork et on a quelques clients. Voilà, vous pourrez reconnaître certains logos de la région bien connus, car la région est petite finalement. On a aussi des beaux espaces, donc j'en profite, qu'on loue pour des événements ou qu'on offre pour des meet-up des fois. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des gens qui sont intéressés. Voilà, j'ai fait passer le petit message. Donc je vais me présenter rapidement, Romain le disait. Donc je suis architecte cloud infra. J'ai commencé sur de l'infra il y a très longtemps. C'était ma passion. Et puis avec l'avènement du cloud et tout ce qui s'est passé depuis quelques années, donc je me suis orienté vers le cloud, un peu d'AWS, beaucoup d'Azure dernièrement, et d'IA, parce qu'en fait on a, comme tout le monde le sait, des investissements massifs dans l'IA. Et on n'a pas trop le choix de prendre le virage finalement. Alors on peut l'oublier et passer outre, mais bon, disons que c'est un peu comme les personnes qui ne sont pas mis à l'informatique, je pense, il y a quelques années. Voilà, ils vont être laissés sur le bord de la route, probablement. Voilà, donc j'interviens chez des clients, je fais du conseil sur du SI, Azure, tout ce qu'on appelle Developer Experience et de l'IA pour la tech en général. Voilà, c'est des sujets qui me passionnent tout particulièrement. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc on va partir d'un besoin exprimé dans le Jira, on va dire un peu comme dans le vrai monde, avec des specs plutôt bien définis pour le coup, donc pas comme chez certains clients. Et ensuite, je vais vous emmener dans un workflow. Alors bon, les outils, ça, les goûts, les couleurs, voilà. Donc j'ai choisi des outils. Il faut bien choisir des outils à un moment donné. Il y en a plein. On pourra en discuter après si vous le souhaitez. Donc on va partir de Jira. On va utiliser un outil qui s'appelle OpenSpec qui va nous permettre de prendre les specs fonctionnels puis de les transformer, de les découper en tâches un peu plus ingérables par l'IA, plus structurées. On va aller faire un petit tour sur Stitch, qui est un outil de Google qui permet de faire de lui assisté par l'IA. On va utiliser ensuite un asset qui s'appelle Squad, qui a été développé, qui est open source par Microsoft, qui permet de créer une équipe d'agents spécialisés à partir d'un projet et ensuite d'orchestrer tout un workflow en sub-agent, si ça vous parle. Et ensuite, on va passer dans GitHub, dans une CI X ou Y. Finalement, on peut utiliser l'outil qu'on veut. Et je vais vous montrer quelques agentic workflows. On en entend parler un petit peu, je ne sais pas si ça vous parle. Autour de la qualité et de la sécurité, donc qualité du code, sécurité du code. On peut bien sûr utiliser des outils, Checkmark, SonarCube et consorts. Et bien sûr, on va livrer ça après, on va avoir une CD qui va livrer l'application dans Azure. Voilà, donc on va partir de Jira et puis je vous emmène. Donc, j'ai mon Jira ici, j'ai une Epic qui est là. Donc voilà, on va faire
une application de gestion de tâches. Voilà, toute simple, toute basique. Donc, pour résumer, c'est un front-end autoportant avec un stockage local. Voilà, je ne voulais pas mettre de back-end, je ne voulais pas complexifier la chose. C'était vraiment juste pour montrer le workflow et comment on se crée une sorte de baseline pour travailler avec l'IA. Donc voilà, il y a un résumé, un besoin utilisateur, une valeur métier, un socle technique, un périmètre, un hors périmètre, pour que l'IA ne divague pas n'importe où, des règles métiers, des critères d'acceptation et des tâches. Donc, toutes les features qu'on veut finalement dans notre applicatif, donc pouvoir créer une tâche, pouvoir la déplacer, pouvoir l'attribuer et afficher une priorité, supprimer une tâche et permettre l'édition d'une tâche. Si je prends une sous-tâche, supprimer une tâche, donc on va encore avoir un peu le même template. Et ce qu'on va avoir aussi, donc des dépendances, et on va aussi avoir des tests Gherkin, donc c'est des tests exprimés de manière très littéraire, qui vont pouvoir nous donner des tests end-to-end, playwright notamment, dans notre workflow. Donc c'est aussi important d'avoir ce genre de choses quand vous travaillez avec l'IA. Finalement, l'IA a besoin d'être très cadré et c'est très important finalement de bien poser la baseline, les specs avant de s'envoyer, on va dire, sur le code, sachant que la partie code, finalement, c'est peut-être la partie qui va prendre le moins de temps, entre guillemets, aujourd'hui avec l'IA. Une fois que j'ai dit ça, on va partir donc dans VS Code. Je vais vous montrer très rapidement ce qu'on va y retrouver. Alors, on va forcément avoir notre application qui est ici. Donc là, l'IA a déjà tourné. Hein. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai une vidéo parce que finalement, on ne va pas regarder l'IA travailler parce que ça va prendre beaucoup de temps. Par contre, je vais la lancer quand même sur une tâche en fond. Comme ça, je pourrais vous montrer après le résultat et on pourra explorer un peu ce qui s'est passé. Ça va prendre à peu près 10 minutes. Donc c'est pour ça que je préfère. Enfin, ça ne sert à rien de regarder un écran pendant 10 minutes sur une IA qui travaille. Donc, on va avoir un dossier GitHub avec des agents. Alors, j'ai découpé les tâches avec des agents spécialisés, donc pour passer de Jira à OpenSpec, pour passer d'OpenSpec à Stitch, pour passer pour Squad, donc pour orchestrer le développement. Et ensuite, tout le reste est dans GitHub. Et j'ai même un workflow end-to-end, donc qui concatène un peu toutes ces steps et qui permet de jouer le workflow sans avoir besoin de passer par toutes les étapes et d'avoir un workflow découpé finalement. Mais c'était vraiment pour pouvoir garder la main lors de ce workflow et pouvoir découper les tâches et se dire ok, je vais pouvoir intervenir après être passé de Jira à OpenSpec pour voir les outputs. Comment ça se présente? Bon, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ont probablement l'habitude, mais finalement, un agent, c'est quoi? C'est du déclaratif, c'est du markdown, avec une description, des outils qu'il va être autorisé à utiliser. Donc là, ici, on peut voir qu'il peut exécuter, qu'il peut lire, qu'il peut faire du mode agent, qu'il peut éditer, qu'il peut chercher, qui peut utiliser Jira MCP. Donc, on a MCP Jira qui est installé. On a également MCP Stitch qui va permettre justement de parler directement à Jira, aller récupérer le contenu des US et ensuite travailler dessus. Et de la même manière, pour Stitch, ça va permettre de discuter avec Stitch, d'envoyer des prompts à Stitch finalement, et puis de récupérer derrière. Ce qui est intéressant avec Stitch, c'est qu'on peut récupérer le code directement et le design system et de le récupérer dans le code. Donc, c'est assez intéressant comme outil. Alors après, on peut faire du Figma, il y a plein d'autres outils qui permettent de faire ça aussi aujourd'hui. Et on va avoir aussi des skills. Donc des skills, finalement, ça va être des recettes, des recettes de comment faire des choses. Et là, on voit qu'on a notamment des skills d'OpenSpec. Donc ça va lui permettre de comprendre comment on réalise des choses avec OpenSpec. Et on va lui donner des contraintes, une procédure, pas à pas, de ce qu'il doit faire. Donc ici, tout simplement, il va récupérer ce qu'il y a dans Jira et puis il va les transformer en spec OpenSpec. Les specs OpenSpec, tout simplement. Donc ça, c'est mes specs de base.
qui ont été découpées en tâches. Donc finalement, il a récupéré toutes les US et puis il a découpé tout le travail qu'il doit faire en tâches. Donc on a le project setup, donc il a vraiment tout découpé, ce qui va permettre à l'IA d'itérer tâche par tâche et pas de faire un truc, on va dire, non scopé et partir dans tous les sens. Parce que si on ne donne pas d'autoroute, on va dire, ou de barrière à l'IA, elle va prendre un peu ses libertés et à la fin, on ne va pas forcément arriver avec ce qu'on souhaitait. Donc voilà, on a tout un tas de tâches et puis, comme on peut voir, elles ont été cochées puisque l'IA est déjà passée et donc elle est revenue boucler sur ce fichier pour dire c'est bon, c'est fait. Voilà. Donc ça, c'est OpenSpec, c'est un peu plus léger que SpecKit ou d'autres frameworks assez connus pour faire ce qu'on appelle du spec-driven development aujourd'hui. Donc du développement qui vient des specs finalement. Et il est quand même assez puissant sur à la fois du brownfield ou du greenfield, sachant que partir sur un projet greenfield avec l'IA, c'est quand même beaucoup plus simple que de reprendre un projet existant greenfield avec des milliers et des milliers, voire même des centaines de milliers de lignes de code. Ensuite, qu'est-ce qu'on y trouve? On va trouver des fichiers Stitch HTML qui ont été récupérés directement de Stitch. Donc avec vraiment tous les écrans qui ont été générés sur Stitch, ce qui va permettre à l'IA de les récupérer et justement de créer le code à partir de ça. Et donc on aura à peu près le même design qu'il y avait dans Stitch finalement. Bien sûr, ça n'empêche pas, on ne dit pas qu'on veut virer tous les développeurs ou tous les UI UX designers, mais disons que c'est une aide aussi pour les développeurs, pour faire un peu le pont entre ce qui a été fait dans les outils de UI et la partie développement. Un peu comme passer des specs à des specs fonctionnels bien cadrés à du développement. Souvent, vous pouvez donner 7 specs enfin, une spec même à une dizaine de développeurs, à la fin, vous n'aurez jamais le même résultat. Si vous faites comme ça, vous aurez normalement à peu près le même résultat. Je dis à peu près parce qu'en fonction des modèles que vous allez utiliser, c'est pareil, il peut y avoir des errances. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais vous montrer les workflows, les agentic workflows, c'est intéressant aussi. On va avoir un agentic workflow qui est ma quality gate finalement. Donc ça ressemble à une GitHub Actions à la base, donc en Markdown pour le coup, où on va définir certains contenus et notamment des permissions, le modèle, des réseaux, puisque les agentic workflows dans GitHub sont quand même bien cadrés et je vous montrerai tout à l'heure. Il y a toute une partie sécurité qui est très, très intégrée. Un set de tools et puis des outputs aussi. Donc, est-ce qu'on a le droit de faire créer une issue, combien d'issues, combien de comments, est-ce qu'on peut créer une PR et ainsi de suite. Et ensuite, ça ressemble à un markdown pour un agent. Et on va lui donner des contraintes et des skills. Donc, on va avoir des skills de code review quality, un skill de simplification, donc il va regarder à chaque fois est-ce qu'il ne peut pas simplifier le code. Donc, je crois qu'on va faire une PR, finalement il va regarder, il y a un agentic workflow qui va tourner, qui va regarder tous ces skills et il va regarder donc la qualité, s'il peut simplifier le code et il va essayer aussi de donner des conseils sur l'optimisation du code, donc la performance. Voilà, et puis il va nous produire un rapport dans une pull request qu'on va pouvoir analyser et puis réitérer dessus si jamais il y a des findings, par exemple. Alors, exactement la même chose côté sécurité, avec du SAST, donc de l'analyse statique de code, et une analyse de dépendance. Exactement de la même manière que la qualité, on va lui donner toutes les phases, tout ce qu'il doit faire, et puis à la fin, il va nous générer un rapport avec tout ce qu'il a pu trouver,
basé sur toutes les bonnes pratiques de sécurité, OWASP et j'en passe. Code injections, log injections, etc. Et à la fin, il va même nous dire si on est raccord avec le WASP, avec le NIST, avec le CWI Top 25 et ainsi de suite. Alors ça n'empêche pas d'avoir un outil SAST dédié. Disons que on peut s'amuser à comparer les deux et je l'ai fait. Et c'est pas mal, ça marche bien. Et dans les outils type Checkmarks et autres, vous voyez arriver de l'IA et globalement, ils font un peu comme ça aussi. Donc, il y a une partie déterministique qui est bien de faire sans l'IA. Je pense à la qualité, les linters, ce genre de choses. Mais je pense que l'IA a un rôle à jouer aussi dans la détection de vulnérabilités et autres. Le pentest, notamment, on peut voir Mythos, tout ce qui se passe avec ce modèle. Des failles qui n'ont jamais été vues par Mozilla et autres depuis, qui sont là depuis très longtemps, que le modèle a réussi à trouver. Donc c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de workflow avec l'IA. Alors j'aurais certainement des questions sur combien ça coûte en token. Je pourrais vous le dire. On pourra en parler après, mais c'est pas gratuit, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est à peu près tout sur les agentic workflows. Si j'en ai un aussi pour la documentation. Donc à chaque fois qu'on va faire une pull request, on va comparer entre la documentation actuelle et ce qui a été fait au niveau de la PR. Et s'il y a des mises à jour de documentation à faire, il va les proposer et les mettre dans la PR. Donc il va updater le README par exemple et il passera avec la PR. Donc ça, c'est bien à voir quand il y a déjà une doc. Quand il n'y en a pas, bon, il faut rétro-documenter. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'IA, c'est plutôt mature comme use case pour peu que ça soit bien implémenté. Et ensuite, en partant de là, bon, bien sûr, on peut commencer à avoir un peu de doc parce qu'il y a des gros legacy, un gros sujet de modernisation un peu partout. Souvent, la première phase, c'est la rétro-doc parce qu'il n'y a rien. Et en plus, il n'y a plus personne qui maîtrise le sujet. Je pense au COBOL ou ce genre de choses. En tout cas, il y en a moins. Écoutez, on va lancer peut-être notre IA sur une tâche qui est, je ne sais plus, qu'est-ce qu'on voulait faire déjà? Il est peut-être pas remis à jour celui-là. Si, il a été supprimé, eh ben c'est pas grave. Ah non, elle est là, elle est dans le backlog. Voilà. Donc, on va récupérer le lien. Pour le donner à l'IA. Donc, je vais ouvrir Copilot. Et puis, je vais sélectionner mon agent end-to-end. Comme ça, je ne m'en occupe plus. Je vais bypass les approvals. Je m'en vais. Je vais prendre un café. Et alors, c'est peut-être pas à faire en production. Et je vais lui demander. Alors, je vais avoir un problème de micro, mais c'est pas grave. Je vais juste taper. Voilà, j'avais pas mes MCP d'allumés, donc ça aurait probablement pas marché. Peut-être qu'il les aurait allumés tout seul, mais bon, je préfère le faire. Donc là, voilà, il est parti comme un grand. On voit qu'il a déjà défini les tâches. Donc je l'ai lancé sur le nouveau modèle de Gemini 3.5 Flash que j'ai testé récemment et qui est très rapide et assez performant, qui coûte aussi très cher. Mais là, pour la démo, c'est bien. J'aurais pu aussi utiliser... je me suis posé la question d'utiliser le Opus 4.6 Fast Mode qui coûte ultra cher et en fait qui finalement fait du sub-agent avec du IQ pour accélérer le truc. Bon,
avec Gemini, je sais que ça passe, donc on va faire comme ça. Voilà, donc là, il est déjà en train de récupérer finalement la tâche Jira, vous voyez, elle est carrément déjà ici. Il a déjà tout récupéré avec les tests Gherkin. Et là, on voit qu'il a appelé finalement Jira to OpenSpec, donc l'autre agent. Et il est en train de convertir la story en spec. Voilà, donc il va travailler. Maintenant, je vais vous montrer finalement ce qu'on a dans Stitch. Donc ça a été créé avec l'IA via le MCP. Donc j'ai pas prompté moi, je l'ai laissé faire et je lui avais demandé initialement même de me faire 3 designs différents pour en choisir un. Donc on en a un ici, je vais essayer de zoomer. On en a un ici qui a un design, voilà, il l'a appelé Emerald Fresh. Voilà, donc avec des composantes un peu vertes. Donc on peut voir qu'il a créé le tableau de bord, l'écran où on crée une tâche et le tableau des tâches, donc l'écran Kanban où on va faire passer nos tâches de statut. Voilà. On peut voir également qu'il en avait créé quelques autres. Donc un qui est plus Ember. Donc voilà, ça ressemble un peu, mais c'est pas exactement pareil. Voilà, c'est un peu plus carré. Et le dernier qui était Indigo, voilà. Et qui ressemble un peu, mais qui n'est pas exactement pareil non plus. Voilà. Donc globalement, pour résumer, il y a quand même des changements de couleur, mais il n'y a pas de changement majeur parce que c'est quand même assez cadré et on avait bien dessiné ce qu'on voulait à la base. Et il a réussi à le retranscrire. On va rester ici du coup. Et normalement, à un moment donné, on devrait voir arriver un nouvel écran de l'édition d'une tâche, puisque c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Donc là, il est en train de justement de passer d'OpenSpec à Stitch pour générer le fameux design d'édition d'une tâche. Donc on va voir ce que ça donne d'ici peu. Qu'est-ce que je voulais montrer sinon? Oui. Alors là, on est passé sur GitHub du coup. Je voulais vous montrer notamment ce que donnait les fameux agentic workflow quality et security. Par exemple, sur cette... donc là, typiquement, je lui avais demandé de créer le bouton de suppression de la tâche, finalement. Et voilà, il nous a créé l'APR à la fin. Et il y a notre fameuse agentic workflow qui est passé automatiquement. Donc on voit qu'on a un rapport assez en mode exécutif qui nous dit que tout est passé. Donc il le fait juste sur la diff, donc sur la PR, sur ce qui est passé sur les changements. On pourrait être en capacité également de lancer manuellement le workflow sur toute la branch main, et donc sur tout le code. Voilà, donc là il ne trouve rien de particulier, mais il a quand même voilà, il a quand même trouvé 2-3 trucs potentiellement, mais pas de grand chose, étant donné que les changements ne sont pas grands. Par contre, niveau sécurité, donc là c'est le deuxième agentic workflow qui a tourné. Donc de mémoire, celui-ci a tourné avec du 5.5 et je crois que je l'avais fait tourner donc du GPT 5.5. Celui-là, il avait tourné avec du 5.4 parce que j'ai changé le modèle, mais bon, avec le 5.5, j'avais à peu près les mêmes résultats. Et donc on voit qu'on a quand même quelques findings, pas rien de very high, mais quelques high selon lui. Donc on voit qu'il nous sort exactement tout ce qu'il a trouvé et comment ça se compare dans certains référentiels. Donc il a trouvé quelques problèmes sur le stockage des informations puisque c'est du local et c'est dans le local browser et forcément s'il y a des informations sensibles sur les tâches, on est capable de les voir, elles sont en clair.
Bon, c'est ma faute. Quelques problèmes de security headers. Le plus gros high, c'est finalement ma version de Next qui est un peu outdated, et quelques dépendances également. Voilà. Et à la fin, il nous parle de la compliance, justement en rapport à l'OWASP, PCI DSS et autres policies. Voilà. Et il nous propose aussi un remediation plan. Donc on pourrait très bien, vous voyez, là, il y a 8 millions de tokens qui sont passés, par exemple. Juste pour ça. Oui. Ça fait mal. Il y a probablement moyen d'optimiser. Là, on n'a pas cherché l'optimisation. Et d'ailleurs, je pense que c'est un sujet majeur qui arrive, c'est le FinOps pour l'IA, finalement, avec tout ce qu'on entend. Donc, il y a des gros leviers d'optimisation qui sont rarement mis en place, et c'est un peu ça. Ça va être un peu le nerf de la guerre bientôt. Tous les clients vont appeler en disant « Au secours, la facture, elle explose ». Un peu comme le cloud, quoi, finalement. On revit les mêmes cycles en boucle. Donc là, je pourrais carrément assigner, voilà, si je ne voulais pas faire tout ça, je pourrais dire à Copilot, vas-y, règle-moi tous les problèmes. Ah, on nous a tout coupé. Il faut appuyer sur tous les boutons. Tous. C'est bon. Super, merci. Donc là, on pourrait très bien assigner Copilot, Claude ou Codex ou je ne sais quoi, pour qu'il aille nous créer encore une PR pour résoudre tous les problèmes qu'il a pu trouver. Bon, on ne va pas le faire. Est-ce que dans Stitch, il s'est passé quelque chose? Alors, des fois, les écrans sont un peu éloignés. Je ne sais pas pourquoi il les met là. Des fois, il les met par-dessus d'autres. Donc, il faut aller les chercher. Et donc, on voit qu'il nous a bien fait notre écran de modification de tâches en gardant un design, on va dire, qui a l'air à peu près cohérent. Voilà, donc il a fait exactement ce qu'on lui a demandé finalement. Et on voit qu'il est rendu, lui, à l'implémentation. Donc là, il y a Squad qui s'est lancé. Et il est parti pour implémenter finalement. Donc c'est Dany. Alors Squad, c'est assez marrant parce qu'il va créer une équipe basée sur votre projet et il va essayer de la mapper, en tout cas les personas, les noms des agents, des sous-agents, il va les mapper à des noms de films. Donc il va essayer de mapper le projet, il va voir, là le projet pour lui c'était Ocean's 11. Ça ressemblait à Ocean's 11, je ne sais pas pourquoi, hein. Je n'ai pas regardé pourquoi il a trouvé ça. Et voilà, il va vous créer finalement, donc Dany c'est le lead. Je crois qu'il y a Linus qui est, je ne sais plus ce qu'il fait Linus. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il fait Linus déjà? Il est là, on va aller le voir. Linus, il fait quoi? Donc on a un casting forcément, mes agents sont là. Alors qu'est-ce qu'il fait Linus? C'est le front-end engineer. Voilà. Donc il a toutes ces guidelines. On peut bien sûr décliner des modèles préférés en fonction des agents. On peut même lui dire, écoute, ça coûte trop cher, arrête-toi, on peut lui fixer un budget, c'est plutôt pas mal. Et puis, il va avoir aussi un historique, c'est-à-dire qu'il va garder tout un historique de ce qu'il a pu faire. Et puis, on va avoir aussi le scribe qui, lui, va loguer toutes les actions qu'on va pouvoir retrouver à la fois dans les décisions, mais aussi dans les logs. Donc, on peut voir qu'il a fait des choses, voilà, j'ai fait des choses en avril, par exemple. Et puis, on va pouvoir aussi voir ce qui s'est passé dans l'orchestration. Donc, il va pouvoir aller piocher là-dedans pour voir ce qu'il a fait. Et puis, il va même pouvoir avoir une sorte de mémoire, finalement, pour se dire, OK, ça, on l'a déjà fait, ça ne marchait pas, on ne va peut-être pas refaire comme ça, quoi. Donc, c'est un framework, je vous inviterai à aller voir si ça vous intéresse. C'est fait par Brady Geister. J'ai choisi un pseudo un peu bizarre. Donc, chez Microsoft, je crois que c'est un Américain. Et ça marche plutôt bien. Je pourrais donner les liens. Alors, je ne sais pas si on pourra partager des liens, je ne sais pas comment, mais voilà, je vous partagerai 2-3 liens que je trouve intéressants. Donc voilà, il est rendu dans son implémentation, toujours. Donc ensuite, il va passer par la validation end-to-end, donc locale. Et puis ensuite, on va partir, il va créer l'APR dans GitHub. Donc il a créé une branche tout seul. Donc on a une branche feature Scrum 10 Edit Task.
Et ensuite, il va passer dans GitHub. Et là, on va avoir notre security, quality gate qui vont se mettre à tourner toutes seules. Et puis, si on merge l'APR, on va avoir notre CD donc vers Azure, là, donc une web apps pour l'implémentation finalement en prod, entre guillemets. Donc voilà, donc ça va tourner encore un petit peu, je pense. On n'est plus très loin. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre Est-ce qu'il y a des questions en attendant que ça tourne? Après, il y en a une là-bas. Merci. Moi, j'ai une question. J'ai pas entendu en fait. J'ai vu le fichier .squad. Oui. Et le fichier .squad, il fait partie de quel framework en fait? Squad. C'est un framework qui s'appelle Squad. Okay. Tout simplement. Ça marche, très bien. Je donnerai les liens. Ok. Ça fait partie de la stack GitHub Copilot? Pas du tout. Non, c'est un truc comme ça. Okay. Ça peut être utilisé avec Claude, enfin qu'importe finalement, le harness. Ça peut être utilisé avec GitHub, Codex et autres. Comme tout est à peu près standard maintenant entre les skills, les agents, voilà, c'est utilisable par tous. Voilà, il est là. Voilà. Donc c'est finalement Human Directed AI Development Team. Donc c'est tout un framework, il y a même tout un tas de CI et autres pour GitHub notamment, préconfiguré. Je crois qu'il y avait une question ici aussi et là-bas. J'avais une question, du coup, là, vous disiez par rapport Est-ce que tu peux parler dans le micro, s'il te plaît? La consommation de tokens. Oui. Je ne sais pas si vous utilisez du coup Claude ou pas, du tout, lorsque vous, si j'utilise Claude. Non. J'utilise Codex et GitHub Copilot exclusivement. Pourquoi? Parce que j'ai la licence avec OnePoint et je le trouve performant. Donc voilà. J'ai essayé, hein, bien sûr, Claude. Enfin, pour moi, maintenant, ils sont plus ou moins tous au même niveau. C'est plus vraiment le harness, le problème ou les modèles, c'est plus la méthodologie en fait et le process pour arriver à ses fins. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond à ma question. Il y en a une juste ici. Bonjour. Bonjour. J'ai une question pour les agents IA. Ils sont exécutés dans un sandbox où ils ont accès à toutes les ressources de la machine locale. Alors c'est une bonne question. Ils sont scopés sur la machine. J'ai jamais eu un agent dans GitHub Copilot qui va chercher des fichiers autre part que dans son worktree en fait. Est-ce que c'est une question de sécurité par rapport à tous les documents qu'on a sur la machine? Tout à fait, ouais. Mais j'ai jamais eu de dérive, moi en tout cas avec GitHub Copilot. Après, quand on fait de l'OpenClaw ou d'autres qui sont vraiment faits pour ça, finalement, là, en effet, il faut potentiellement mettre des barrières, voire utiliser des containers, des sandbox. Je crois qu'il y a NVIDIA qui a sorti un framework, Docker aussi. Enfin voilà, il commence à y avoir une réflexion autour de cette conteneurisation des environnements d'agentique finalement. Mais là, pour ce projet-là, non, je ne l'ai pas fait. Là. Mais c'est une bonne question. Du coup, j'imagine que tu n'as pas réussi à tout faire ça depuis en un seul jet. Est-ce que tu as des conseils ou des outils pour mesurer l'alignement entre chaque étape de ton prompt initial avec ta tâche Jira pour savoir s'il y a un drift entre ce que tu voulais, ce que tu as donné et chaque étape et mesurer un peu cet alignement pour être sûr que ensuite, quand tu as ton tunnel, tu aies vraiment ce que tu as voulu? Alors, j'ai pas eu de. Une fois que j'avais mon workflow en place, c'est-à-dire que j'avais créé mes agents, créé mes specs, etc., j'ai pas eu de drift finalement. J'ai toujours eu plus ou moins ce que je voulais. Enfin, vraiment ce que je voulais finalement, en un seul coup, pour le coup, puisque j'avais vraiment fait tout ce workflow, je l'avais pensé. Par contre, j'ai eu des problèmes sur le workflow. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne marchaient pas bien. Mais dans le rendu final, j'ai jamais eu de loupé.
Ok, parce que typiquement, ce genre de projet, ce qui est pas mal, c'est que ça réduit la complexité d'amener une app en prod. Et souvent, on n'a pas, toi, tu as la maturité technique de toute la chaîne. Et souvent, l'utilisateur qui va utiliser ce genre de solution n'a pas forcément la maturité d'anticiper des questions. Et j'ai l'impression que l'aspect que tu as donné à Jira est assez proche des skills qu'on peut faire sur des LLM. Donc, toi, tu sais exactement où mettre l'emphase. Les do not, c'est un truc très, très lié au LLM. Et du coup, moi, ça m'intéresserait d'avoir ces outils de calibration, d'alignement pour éviter que des utilisateurs non matures consomment énormément de tokens pour avoir finalement un truc qui a dévié complètement, quoi. C'est tout le sujet finalement, parce qu'on parle de la productivité du développeur, mais en réalité, si on accélère les développeurs, on va avoir un bottleneck avant ou après. Donc en fait, c'est tout le sujet aujourd'hui, c'est d'accélérer tout le monde en fait. Et voire même, je crois que je ne sais plus qui c'est qui m'en a parlé, mais en fait, il y a Uber, je crois, qui a dit qu'ils avaient consommé pour 5 milliards de tokens, 5 milliards de dollars, et qu'ils arrêtaient l'IA en gros, quoi. Bon, ils font toujours des annonces fracassantes, hein, comme quand ils avaient dit qu'ils arrêtaient le cloud, ils revenaient on-prem. Je ne sais pas s'ils vont arrêter l'IA, ça m'étonnerait. Mais en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, a priori, c'est que finalement, il n'y avait pas de... Enfin, ce qu'ils vendaient, leur offre, en fait, le bottleneck d'Uber, c'est leur offre, en fait. C'est-à-dire qu'ils aillent plus vite avec l'IA, ils n'auront pas plus d'offres. Donc, en fait, s'ils investissent massivement dans l'IA, ça ne va pas changer leur business. Donc, ils se sont dit, on arrête l'IA finalement, parce que le bottleneck, pour eux, il est à la fin. Mais pour revenir à ta question, on va dire, sur comment cadrer tout ça, en fait, je pense qu'il n'y a pas de magie. Il faut accompagner, c'est du change pur et dur. Il faut accompagner les PO, enfin toute la chaîne, tous les métiers vers cette transformation. Comment l'IA, que veut-on donner à l'IA finalement? Comment on donne à manger à l'IA? Et qu'est-ce qu'on attend clairement dans les spécifications pour qui va rentrer dans le nouveau process. Alors on parle de AISDLC, de ASDLC, enfin, qu'importe le terme, mais en gros le nouveau processus de développement augmenté par l'IA. Et en fait, si tout le monde est au clair sur, je sais pas, on crée un template de base, et puis même les PO sont accélérés par l'IA aujourd'hui, donc en fin de compte, je sais pas, on peut parler de Rovo ou d'autres choses, si les PO ont leur template et qu'ils ont leur prompt, entre guillemets, où ils savent ce qu'ils doivent dire à l'IA pour générer la fameuse spec, une fois que ça c'est défini et que tout le monde est au clair sur son job et ce qu'il doit donner à l'IA, le problème est réglé. Mais c'est pas un petit problème. Donc selon moi, il faut cadrer tous les process et voir comment tous ces process-là s'alignent ensemble de manière transverse avec de l'IA. Si on veut faire de l'IA partout. Parce que si on fait que de l'IA sur les devs, au final, on va se rendre compte que, et nous on l'a fait chez les clients, on va se rendre compte que finalement l'accélération est pas si grande que ça, puisque plus on a une organisation qui est grosse, plus on va être ralenti. Et donc, moins la productivité des développeurs va avoir un ROI finalement qui va être grand, quoi. Et donc versus les investissements on-prem, pas on-prem, enfin c'est pareil, c'est un grand débat ça. Donc voilà. Donc pour moi, il faut vraiment repenser toute la chaîne, mais pas que du développement, repenser toute la chaîne, voire même les métiers. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Une là. Ça, c'est très intéressant. Je voudrais savoir sur les Quality Gate, s'il y a un problème, il y a un bug, comment vous allez boucler l'IA. On peut aller voir. Donc là, là finalement, mon IA, elle a fini. Donc, il m'a créé ma branch, il m'a créé probablement une PR associée. On va aller voir ça. Il ne l'a pas créé, dommage. Il fait des mots. Je pense qu'il ne l'a pas créé parce qu'elle avait déjà été créée initialement. Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est là où ça bug. Parce que normalement, il est censé avoir créé la PR. Mais il ne l'a pas fait. Alors, on va voir. Il m'a fait une proposition.
Alors que la dernière fois, il me l'avait créé. Comme quoi, il y a encore des... Voilà, ça peut être le souci majeur, finalement, c'est que des fois, on ne sait pas pourquoi, il prend une décision qui n'est pas la même qu'avant. C'est un peu le problème. Mais pour répondre à la question, quand il y a des problèmes, comme celle-ci, par exemple, hein, on voit qu'il y a plein de CVE, enfin voilà, il y a plein de problèmes de sécurité. Je vais lui demander tout simplement d'y remédier. Donc, je vais appeler Copilot et je vais lui dire remédie. On va vraiment rester succinct. Normalement, il va comprendre. On va lui mettre, je ne sais pas, un IQ, j'en sais rien. Voilà, donc là, j'ai appelé Copilot dans ma PR et normalement, il va lancer, il est censé lancer donc là, il devrait mettre un petit vu, mais visiblement, il ne le fait pas. Il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Bon, il ne l'a pas fait. Bon, ça va peut-être venir. Des fois, ça met un peu de temps. Ah bah non, parce qu'elle est fermée. Donc, il ne va pas partir. Mais en gros, soit je repars de l'APR dans GitHub et je lui demande d'itérer dessus et de me créer peut-être des issues différentes et puis d'itérer sur ces issues. Soit je repars de mon VS Code et puis je récupère ma PR dans VS Code puisque finalement, il y a un GitHub MCP qui est intégré, donc il va être capable de récupérer les findings de l'APR. Et puis, je vais lui demander, par exemple, avec un security specialist ou mon dev, hein, mon agent finalement, de reprendre, de corriger tous les findings un par un qu'il a trouvés. Voilà. Et puis ensuite, refaire une PR, repasser par les quality security gates, et puis et ainsi de suite. Voilà. Merci. Je crois qu'il y avait Encore une question ici. Oui, ma question, c'est par rapport, là tu pars de Jira. Est-ce que du coup, l'impact que tu as dans l'écriture de la tâche, est-ce que tu as fait le travail justement de prendre une tâche que tu écris exactement pareil pour un humain que pour une IA ou pas? Parce que je continue la question pour contextualiser. L'idée, c'est que du coup, est-ce que dans ton workflow, tu travailles autant avec des humains que des IA sur le même workflow, sur le même projet, ou est-ce que tu crées un projet où il n'y a que des IA qui travaillent et du coup, il y a d'autres projets où il n'y a que des humains qui travaillent? Est-ce que vous avez le cas chez OnePoint ou chez un de tes clients Et du coup, cette conduite du changement, comment tu l'amènes aussi progressivement? Alors, ou pas on l'amène aussi en interne, en effet. Souvent, on fait plus de choses chez les clients que chez nous, comme cordonnier toujours le plus mal chaussé. Mais on a aussi, on vit aussi la transformation IA chez nous. On est organisé, on a des agentic studios, donc on a réorganisé nos équipes pour développer des assets pour nos clients réutilisables, mais aussi pour nous, pour s'accélérer dans notre travail, un peu comme le font les clients aujourd'hui. On a développé des assets de modernisation applicative, par exemple, qui vont permettre, avec l'IA, de raccourcir le temps des projets, parce qu'il y a des legacy, je sais pas, c'est 1000 jours hommes, 10 000 jours hommes, enfin, des trucs énormes. Et aujourd'hui, on a assez de retours d'expérience pour avoir fait justement des projets à moitié humains, à moitié IA, en même temps, et d'apprendre, walk the talk finalement. Et on a sorti des assets, des démarches, des convictions qu'on applique aujourd'hui et qui nous permettent de réduire les projets. En revanche, on ne fait pas tout à l'IA. Il y a encore plein de tâches qu'on ne peut pas faire avec l'IA ou voire qu'on n'a pas outillées. Et donc, on est encore dans des projets hybrides avec des métiers qui sont outillés ou des profils qui sont outillés, augmentés, notamment les devs, les DevOps et tout ce qui est Ops quelque chose ou Dev quelque chose, les architectes, même les PO, etc. Tous les profils chez OnePoint utilisent à peu près l'IA, on est tous outillés. Il y en a qui ont du Cloud, du Codex, du Copilot, du GitHub Copilot, du Cowork. Enfin voilà, on a tout un tas d'outils qui coûtent cher d'ailleurs. Et donc, on essaye de mettre une structure là-dessus, mais ce n'est pas évident. Et c'est là aussi où nous, on apprend en faisant, et un peu comme tout le monde. Et
Et donc, aujourd'hui, on n'arrive pas à délivrer des projets où il y a juste une équipe d'IA et puis finalement, il y a quelqu'un qui pilote tout seul. Mais c'est l'avenir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Hyper Velocity Engineering ou de FDE, Forward Deployed Engineer. Il y a des offres d'emploi qui commencent à apparaître en France, mais par exemple, il y a eu OpenAI qui a racheté une boîte pour faire justement que de ça. Il y a aussi une branche spécialisée chez Microsoft qui s'appelle ISE. Donc c'est la petite sœur de la branche ISD, qui est leur Professional Services initiaux. Et en fait, cette branche ISE fait que de l'Hyper Velocity Engineering et il déploie des FDI chez les clients à un tarif exorbitant pour tacler des sujets ultra critiques dans un temps très court. C'est un peu The A-Team, l'agence Tourist. Voilà. Et ils sont tous assetisés, en fait. Donc, ils sont des assets IA qui savent utiliser. C'est des gens qui travaillent tout le temps ensemble et donc ils vont très vite. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que les équipes vont se réduire. C'est-à-dire qu'on va passer d'équipes de 10 personnes sur un projet à des équipes peut-être de 2-3 personnes, un orchestrateur, un builder, un pilote, peut-être projet toujours, parce qu'il y a toujours cette interface client. Mais en gros, voilà, c'est un peu l'avenir et des sprints réduits. Voilà, peut-être le sprint de 2 semaines n'existera plus, sera un sprint de 2 jours, je ne sais pas. Enfin, personne n'a la réponse, mais... Parce que du coup, voilà, c'était aussi la question, c'est l'histoire de dans Jira, si on fait du Scrum, on fait des estimations, ce genre de choses, qui n'ont plus vraiment de sens, du coup, si on fait une tâche par de l'IA, elle a sa propre estimation qui est en fait un coût en token, qui n'est plus un coût en temps, finalement. Mais il y a le modèle de delivery et le modèle de proposition commerciale qui va changer aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre du temps IA, je ne sais pas, des tokens. Ce sera des jours hommes et de l'IA. Mais dans quelle proportion, je ne sais pas. Il n'y a rien qui est écrit encore. On commence à sensibiliser des clients, à faire des choses, proposer des choses à des clients. Mais à mon sens, il n'y a pas grand monde qui l'a fait aujourd'hui en France, peut-être même dans le monde, hormis peut-être des hyperscalers ou des GAFAM. Donc, voilà, on a des convictions, après, on n'a pas toutes les réponses. Pas encore. Dernière question ? Ou c'était la dernière ? Et finalement, l'application. Voilà, très simple. On peut voir que finalement, ça ressemble à ce qu'on avait demandé à la base. Et je répète, je n'ai pas itéré 15 fois, je l'ai fait en une fois. Voilà. Fameux bouton supprimer. Bon, et l'édition n'est pas passée puisque je n'ai pas ma PR, donc je ne sais pas s'il a créé ma PR. Il a créé la PR. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait la première fois. Voilà, il a créé la PR et donc il y a la story qui est référencée. Normalement, il a même rebouclé. Il est censé reboucler dans Jira. Il ne l'a pas fait là non plus. Bon, voilà. Donc, il a oublié une étape. Mais en gros, voilà, on a la PR et notre documentation qui a été jouée. Et on a encore la Quality Gate et la Security Scan qui tournent, puisqu'il n'est toujours pas fini. Voilà. Donc, quand il va être il est sur le point de se terminer. Voilà. Si on n'a plus de questions... Ouais. Moi, je vais quand même en poser une, la dernière. Au niveau de la consommation des tokens, tu gères ça comment en fait ? On est venu te voir, on t'a dit tu as 10 millions de tokens, c'est cadeau et essaie de bien l'utiliser, ou on t'a dit en fonction de tes features, là ça passe pas, là c'est abusé. Enfin, toi, tu te gères comment au niveau des tokens ? C'est une bonne question, mais j'ai une mauvaise réponse. Je ne me gère pas. On va dire que, je ne sais pas si vous n'êtes peut-être pas tous au courant, mais on est encore le 28. Le 1er juin, GitHub Copilot passe en usage-based billing, donc format token. Aujourd'hui, c'est une premium request qui importe le nombre de tokens. Tant que la boucle tourne, c'est une premium request. Donc moi, j'en ai 1000 par exemple, par mois. Donc, je suis capable de faire 2 milliards de tokens en un mois. Ça fait à peu près, je ne sais plus, 3 000 $, 4 000 $. Je crois que Jensen, le gars de NVIDIA, disait que si vos ingénieurs ne dépensaient pas, je ne sais plus, 150 000 $ de tokens par an, il fallait les virer.
Bon, c'est un peu son business, donc il va pas dire l'inverse. Mais moi, je me gère pas vraiment. Par contre, je commence à regarder beaucoup puisque je gère aussi un peu la consommation et la gouvernance de GitHub pour OnePoint. Et de fait, j'ai la main sur tous les usages de tout le monde et on va devoir resserrer, optimiser. Et donc, c'est un sujet et j'ai même développé, je suis en train de développer une extension VS Code qui permet de voir et d'observer tout ça, les turns, tous les turns, les sub-agents, la consommation, et à destination combien de AI tokens. Donc, un AI token égale 0,01 $. Et après, la consommation, c'est le pricing Opus, le pricing Sonnet, classique pour tout le monde. Donc, c'est un truc que j'observe et je vois que j'ai plein de leviers d'optimisation. Il y a des outils comme RTK, Caveman. Pareil sur les MCP, vérifier que les MCP ne sont pas chargés tout le temps quand on n'en a pas besoin. Le contexte, souvent on pose une question, mais en fait on ne donne pas exactement ce qu'on veut vérifier, modifier. Si on lui donne exactement ce qu'on veut vérifier, où ça se trouve, il va y aller directement, il ne va pas chercher 300 ans, donc il ne va pas remplir la fenêtre de contexte. Enfin, voilà, il y a tout un tas de leviers d'optimisation qu'il va falloir travailler au niveau des organisations finalement, et des développeurs et des utilisateurs. Et toutes les, il n'y a personne qui est prêt, puisque tout le monde expérimente et donc il va y avoir des factures salées. Voilà. Merci.